Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Je vous invite à me suivre dans un voyage sur la planète du beau, un petit test sud-sud, ouest, enfin ça dépend où on se place. Les guides, l'innovation et l'excellence bien sûr, sommaire. Au bord du lac Léman, la bonne adresse pour se ressourcer. Sa recette est centenaire et son succès planétaire, c'est à Marseille que ce savon a ses terres. Initiation à la sensualité d'un palais tout en rondeur. Direction la Suisse, Vevey plus précisément, nous allons faire un tour sur l'une des plus belles terrasses et donc avoir l'une des plus jolies vues du lac Léman. Le nom de l'hôtel, les Trois Couronnes, ça intrigue, non? À seulement 3/4 d'heure de l'aéroport international de Genève, sur les berges du lac Léman, se dresse l'hôtel des Trois Couronnes. Cet établissement rayonne depuis sa création en 1842, dont il a gardé une authentique atmosphère belle époque qui le rend unique. Et en plus d'un grand bol d'air pur, l'hôtel offre avec son spa une véritable sinécure. Calme, luxe et volupté, c'est peut-être ça les Trois Couronnes. Mon objectif, c'est de créer la plus belle histoire qui soit pour les gens qui viennent ici. Nous sommes un hôtel, donc l'hôtel est une destination, mais la région qui nous entoure est aussi une destination. Pour chaque expérience qu'on va essayer de proposer, on va essayer de créer un angle par rapport à cette expérience qui fait que cette expérience va marquer nos hôtes, va les marquer de telle manière qu'ils vont vouloir raconter cette histoire. Et je dirais ça, c'est le plus important. L'hôtel des Trois Couronnes est un des hôtels les plus anciens de Suisse. Il fut construit en 1842. Il a été construit par un hôtelier qui avait déjà un hôtel dans la région, M. Monet, qui voulait avoir quelque chose d'un peu plus important pour recevoir justement le sang noble au milieu du 19e siècle. Et donc il a fait construire cet hôtel sur l'emplacement d'un château. C'était un château avant que ce soit un hôtel. Personne ne sait exactement d'où vient le nom des Trois Couronnes, mais nous pensons que c'était un peu du marketing avant l'heure. C'est-à-dire, voulant attirer la noblesse européenne, il s'est dit qu'il allait appeler ce nom, enfin donner ce nom des Trois Couronnes à cet hôtel. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Donc il y a eu de nombreux empereurs, des impératrices, des rois, des reines qui sont venus ici. Et ça a été le premier hôtel, je dirais, de villégiature sur la Riviera suisse. Des chambres spacieuses dont le luxe le plus ultime sont les vues enchanteresses sur le lac et les Alpes. 71 chambres, dont 16 suites, donc une forte proportion de suites. On a beaucoup de chance dans cet hôtel parce que d'habitude les hôtels historiques ont des chambres assez petites et on a hérité de volumes assez grands. Donc nous sommes partout dans des moyennes de surface qui sont supérieures aux standards européens et mondiaux. Donc un confort amélioré pour nos hôtes qui viennent ici. Nous avons différentes possibilités, bien sûr, soit des vues sur les collines qui nous entourent derrière ou alors des vues sur le lac. 30 ans après la création de l'hôtel, à des milliers de kilomètres de là, Tchaïkovski composait son célèbre ballet Le Lac des Cygnes. Nous avons devant nous ce qu'on appelle, pour nous en tout cas, un tableau vivant, c'est-à-dire que c'est une vue qui change tous les jours. C'est évidemment quelque chose de fantastique qui n'a presque pas changé depuis que l'hôtel a été construit. Ce côté hors du temps donne aussi un caractère très fort à cet hôtel. Je dirais, en plus de la vue, ce qu'on a dans cet hôtel, c'est un palace intime. Et puis, ce qui est le plus important pour nous, c'est le soin, la volonté de s'occuper de nos hôtes, comme si on recevait notre famille presque. Donc ça passe par le sourire, la gentillesse, l'accueil, c'est, je dirais, les piliers de cet hôtel. La belle et grande surprise, une balade pas comme les autres. Dominique Perret a été nommé le meilleur freeride skier du XXe siècle. On collabore activement avec lui sur des programmes de 2 à 3 jours où nos clients, nos hôtes peuvent aller skier, en ski avec lui, donc ils vont manger avec lui, on va les entraîner, ils vont avoir un régime spécial et ils vont avoir un film sur leur journée de ski, ils vont avoir aussi un livre signé de la part de M. Perret. Et là, de nouveau, nous pensons que ce genre d'expériences sont des expériences très rares, assez exceptionnelles, et qui peuvent changer la perception d'une expérience en Suisse, en tout cas. Entre sensations fortes et sensations douces, l'hôtel des Trois Couronnes met le feu au lac avec son spa, qui est un véritable temple de la remise en forme. Ce concept est né d'abord d'une réflexion
sur la base de l'histoire de cet hôtel. C'est-à-dire que l'air pur, la vue, fait que ça a toujours été une destination de santé. Nous avons opté donc pour ce concept de la destination spa, qui est un concept qui offre 4 cures différentes. Et ces 4 cures sont toutes basées sur une approche naturelle, donc non médicale, très fortement basée sur la notion de plaisir. Nous voulions en fait donner cette notion de plaisir aux gens qui ont des objectifs. C'est-à-dire qu'on ne vient plus à l'hôtel en se disant « tiens, je vais peut-être me faire du bien en faisant un massage ou un soin », mais on vient à l'hôtel ici avec un objectif. Je veux contrôler mon poids, je veux avoir une peau plus belle, je veux détoxifier mon corps, pardon. Et donc, à nous après de faire en sorte que les gens qui viennent ici atteignent ces objectifs. Et donc ça passe évidemment par une partie soins et ça passe aussi par une partie alimentation. Donc c'est toujours l'harmonie entre 3 éléments qui sont le corps, l'esprit et la nutrition. Le corps, l'esprit et la nutrition, voilà aussi ce que l'on pourrait mettre sous le nom des 3 couronnes. Et si la vue est à couper le souffle, la montagne ouvre l'appétit et pour cette somptueuse escapade, il ne faudrait pas que l'estomac reste en rade. Entre la nutritionniste et le chef, les idées viennent par myriades. Lionel, aujourd'hui, on a une nouvelle cliente qui arrive en cure détox well-being. Oui. Donc là, je pense que c'est très important qu'on lui trouve vraiment des aliments détox qui permettent de faire un plein d'énergie et tout, et de nutriments. Alors là, maintenant, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que tu peux nous proposer. Pour la recette d'aujourd'hui, pour notre ami en détox, nous allons profiter de tout ce printemps, tous ces légumes que nous avons, les fleurs de courgettes, les fenouils, toutes les asperges que l'on retrouve ici, les aromates, le thym, l'ail, le laurier. Et nous allons sublimer tout ceci avec les langoustines et nos moules de bouchot. Alors la nutrition est évidemment un facteur très important. Nous avons un chef exécutif ici depuis janvier 2012 qui s'appelle Lionel Rodriguez, avec lequel nous avons travaillé sur un concept de cuisine saine, goûteuse et qui donne une satiété. Il a été couronné par une étoile Michelin au mois d'octobre 2012, donc soit à peine 10 mois après avoir commencé ici à l'hôtel des 3 Couronnes. Donc c'était vraiment une récompense qui est venue, nous pensons, couronner quelque part cette approche saine de la cuisine. On dit souvent, il y a plusieurs niveaux dans la manière de traiter des autres. On dit qu'il faut traiter un autre comme il s'attend à être traité. On dit aussi qu'il faut le traiter comme nous, on aimerait être traité. Et le dernier niveau, c'est de le traiter comme il ne s'attend même pas à être traité. Et pour atteindre ce niveau, il faut le connaître, parce que sinon, on ne peut pas le surprendre. Donc ça passe par cette connaissance qu'on essaye d'avoir pour pouvoir surprendre nos clients et leur donner cette sensation de plaisir. Chacun met ce qu'il veut sous ces 3 couronnes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la noblesse dans cet hôtel. C'est à Marseille, toujours capitale de la culture, que je vous invite à me suivre maintenant. Nous allons suivre la fabrication du vrai savon de Marseille. Un vrai luxe quand le produit est authentique. Le savon de Marseille, c'est un peu comme le bon sens. C'est la chose en France la mieux partagée. Mais derrière cette trivialité se cache une histoire d'une grande originalité. On est loin de se douter, lorsqu'on part se doucher, dans quelles difficultés ce savon fut créé. Je vous préviens, on n'est pas couché. La légende de la naissance du savon, déjà, est assez floue. À l'époque des Romains, il y avait des sacrifices d'animaux. Et la graisse de ces animaux mélangée avec la cendre des bûchers, la cendre contenant de la base comme la soude, en fait, un jour de pluie, une dame aurait remarqué qu'il y avait des propriétés nettoyantes et on a travaillé ce produit pour le rendre de mieux en mieux pour arriver à la qualité qu'on connaît aujourd'hui. Le premier qui a réglementé pour tirer vers le haut la qualité du savon de Marseille, c'était Colbert. Il avait fait un édit en 1688, interdisant l'utilisation de la graisse animale parce qu'il trouvait qu'avec l'huile, c'était plus noble. On avait de l'huile d'olive en Provence et donc on l'utilisait. La deuxième grande étape du savon de Marseille, c'est au moment de la Révolution. Un chimiste français, Nicolas Leblanc, qui met au point un procédé pour
fabriquer une soude de bien meilleure qualité que ce qu'on avait. La réaction est donc meilleure et c'est là où vraiment on fait un grand pas et début 1800, dirons-nous, nous obtenons le meilleur savon au monde. Un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour la propreté. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit végétal comme Colbert l'avait demandé. On voudrait qu'il garde 72% d'acide gras. Les anciens savons sont tapés à 72%. Et puis, il faut qu'on arrive à trouver un label pour que le savon soit vraiment fait dans la région, en Provence. La base, c'est un mélange d'huile. Alors, d'olive, effectivement, sous Louis XIV, l'huile qu'on trouve en Provence, c'est l'olive. Mais dès les années 1800, la demande étant très forte, les savonniers ont utilisé les huiles qu'ils avaient parce qu'elles arrivaient des colonies au port et ont fait un savon blanc, palme, copra, palmiste. Et ce savon va être plus détergent. Donc c'est celui qui va être utilisé par nos ancêtres. Parce qu'on remarque, si on a une tache sur un linge un peu difficile, qu'il est un peu plus nettoyant, un peu plus efficace. Les deux savons traditionnels qu'on a à Marseille depuis des siècles, on a le blanc, crème, on l'appelle blanc, qui est un peu plus nettoyant, et le vert, à l'huile d'olive, qui est un petit peu plus grand. Pour valoriser le savon de Marseille, il y a donc une charte qui préconise de ne rien mettre, et la seconde, celle de Cosmède dont je fais partie, qui pense que du fait qu'on va améliorer le savon soit avec de l'huile essentielle de lavande de Provence, parce que c'est un petit peu antiseptique, parce que c'est un décontractant, ça ne va pas détériorer, au contraire ça va améliorer. C'est là où il faut qu'on trouve un compromis et qu'on arrive à proposer un super savon, alors avec ou sans adjuvant. Vous avez le marron propolis par exemple, qui est très marron. Il n'y a pas du tout de colorant. En fait, c'est l'oxydation avec l'air qui va transformer la couleur. Les adjuvants, on les met, on va écraser la base de savon en copeaux, on dirait un petit peu des pâtes. Oui. On met ça dans un mélangeur et c'est à ce niveau-là qu'on va rajouter un pourcentage d'adjuvants, huile essentielle ou autre. 95% des savons de Marseille dans le commerce ne sont pas fabriqués à Marseille. Alors, comment reconnaître le vrai? Il y a un élément. Souvent, les gens qui font un savon de moindre qualité vont utiliser de la graisse animale. Donc, si vous voyez sur l'étiquette sodium tallooate, c'est une alerte. À ma connaissance, ce n'est pas quelqu'un de la région qui va fabriquer ce type de savon-là. Dentelle du Puy, porcelaine de Limoges, savon de Marseille, de la ville d'origine au reste du monde, il n'y a qu'un pas. On vend effectivement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine, au Japon, beaucoup en Europe, bien sûr. C'est considéré comme un savon et un produit de luxe, puisqu'on les trouve dans des magasins haut de gamme. On a des clients en Asie qui, un savon 100 grammes, vont le vendre 15 € l'unité. Ça paraît déraisonnable en France, mais pour eux, c'est vraiment le produit de luxe. Et voilà pourquoi il ne faut jamais jeter le savon avec l'eau du bain. Nous allons visiter l'une des maisons les plus extravagantes de Pierre Cardin, le Palais Bulle. Le guide, Jean-Pascal Hess, l'auteur d'un très beau livre sur le lieu, visite. Vous ne serez pas étonné si je vous disais que l'architecte hongrois Antti Lovag a suivi des cours d'architecture navale avant de poursuivre ses études aux Beaux-Arts de Paris. La construction du Palais Bulle débute en 1975 et durera 14 ans. Cette folie architecturale séduit le couturier Pierre Cardin, qui en fait l'acquisition en 1992 pour y installer ses collections. Ce labyrinthe des temps modernes fait l'objet d'un livre qui revient sur cette incroyable aventure d'architecture et la vie artistique que Pierre Cardin lui a insufflée. L'année dernière, quand j'ai sorti ce livre, c'était le 20e anniversaire du rachat de Pierre Cardin du lieu, puisque Pierre Cardin a racheté en 1992 cet endroit. Il a racheté à Pierre Bernard, qui avait été le promoteur. C'était une façon à la fois de rendre hommage à Pierre Cardin, mais de rendre hommage aussi à l'architecte Antti Lovag, qui est un homme exceptionnel, qui est un habitologue, puisqu'il se défend d'être architecte. Antti Lovag
est d'origine hongroise, né d'un père russe et d'une mère finlandaise. Il est arrivé en France après la guerre et il a travaillé avec Jacques Coel, qui était lui architecte. C'est là qu'il a appris son métier. Et c'est un artiste. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit « Ne m'appelez pas architecte, je ne suis pas architecte, je suis un habitologue ». Il s'est toujours passionné pour l'habitat. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre. C'était une façon pour moi de rendre hommage à Pierre Cardin et à ce projet complètement utopiste du XXe siècle, à cet architecte. Ça, c'est la cheminée œil d'Antilovag, qui est dans le grand salon. Antilovag renverse les lois de l'architecture et place la façade au service de l'intérieur pour imaginer des habitations plus proches de la nature. Il étend son travail jusqu'au mobilier des maisons qui s'adaptent aux courbes de l'habitation et s'harmonisent à la morphologie humaine. Qu'est-ce qui est carré ou rectangulaire dans la nature? Revenir en arrière, c'est peut-être ça, aller vers le futur. Là, vous retrouvez la sculpture de Villalba. Pierre Cardin a disposé entre ses courbes les pièces de sa collection dont le cadre exalte la richesse d'expression. Le palais aux 1000 hublots laisse libre cours à l'imagination. Ça, c'est la suite de Gérard de Cloarec. Les 10 chambres du palais sont décorées par des artistes contemporains qui ont su exprimer les rondeurs en confort capitonné. Vous êtes ici dans la suite de Pierre Cardin, qui est son appartement privé. Et cette pièce a été décorée par l'un de ses amis en 1993, par Jérôme Tisserand. Alors évidemment, la particularité aussi de cette chambre, c'est le lit rond avec la terrasse et la salle de bain ronde avec la vue aussi imprenable sur la baie. Pierre Cardin, en plus de l'avoir décoré, a ajouté au palais un amphithéâtre à ciel ouvert de 370 mètres carrés. Un lieu dédié à l'art sous toutes ses formes pourvu qu'elles soient rondes. Calipige, ces courbes tiennent du prodige et s'y pencher donne le vertige. Antilovag, Pierre Bernard et Pierre Cardin n'ont voulu faire travailler que des artistes de la région. Donc c'est un ferronnier de la région qui a dessiné ce portail. Et c'est un endroit unique, cette maison, par sa situation, avec cette vue à 360 degrés sur la Méditerranée. Et on s'y sent bien. Le palais Bulle apparaît tellement iconoclaste et pourtant rien ne contraste. Il s'intègre avec harmonie tout en réinventant le concept de lieu de vie. Du sol au plafond, du dehors au dedans, il inspire à faire la chose la plus simple du monde, buller, évidemment. Je ne sais pas si ce genre de lieu est vraiment très pratique pour y habiter en attendant à filmer. C'est très agréable, c'est très esthétique. Merci de nous avoir suivis. Merci au Sofitel Arc de Triomphe de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque vous le savez, à Nec Plus Ultra, le luxe est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. La librairie Galignani est un haut lieu du livre parisien. Aujourd'hui, c'est Laurence Benaïm qui vient y signer son livre « Le plus bel âge ». Dans cet ouvrage, elle pose la question de notre relation à l'âge. Elle en discute ici devant tout un aéropage. En la lisant, vous serez surpris de voir que, sans enfantillage, plus on avance en âge, plus on sait rester à la page.